Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de magistrat et à l'École nationale de la magistrature. J'ai invité Sophie Parmentier, qui est magistrate depuis 20 ans et qui a exercé des fonctions très variées durant sa carrière. Juge aux affaires familiales, JAF dans le jargon, juge d'application des peines, JAP, et désormais sous-directrice du département des formations professionnelles spécialisées. Vous comprendrez plus tard. Je vous laisse écouter son parcours très riche que la magistrature a pu lui offrir. Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout droit tout simple. Aujourd'hui, on va parler magistrature et formation des magistrats. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter très brièvement ? Bonjour Delphine, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, je suis Sophie Parmentier, j'ai 44 ans et je suis magistrate depuis 20 ans. Et en 20 ans, j'ai exercé un certain nombre de fonctions sur lesquelles, je pense, on reviendra un petit peu dans la suite du podcast. Alors, on va aller directement à une question très essentielle. Quelle a été votre motivation en fait, pour devenir magistrat plutôt qu'un autre métier juridique ? D'abord, il faut que je vous explique que moi, je viens d'une famille dans laquelle le droit était assez inconnu, c'est-à-dire que je viens d'une famille d'enseignants. Je pense que j'aurais jamais pensé à faire du droit si je n'avais pas d'abord découvert le droit au cours de mes études. Et j'ai fait des études à Sciences Po à Lille et j'ai commencé donc à découvrir le droit et à me sentir un intérêt tout particulier pour cette matière. Donc, assez logiquement, ensuite, j'ai pensé au métier d'avocat. Je pense que c'est parce que c'est un métier qui me semblait peut-être plus visible, plus accessible. Voilà, je pense que quand on ne vient pas forcément de ce milieu-là, on en entend peut-être plus parler. Et puis, ce concours de l'école de la magistrature me semblait assez difficile à réussir. Et puis, j'ai une amie qui s'y est inscrite. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi ? Parce que le métier en lui-même de magistrat m'attirait tout particulièrement. Ce qui, je pense, m'attirait véritablement, c'est l'utilité sociale de ce métier. Le magistrat, c'est vraiment un maillon essentiel du vivre ensemble. C'est un petit peu... peut-être un peu réducteur de le présenter comme ça, mais il n'y a pas de vie en société possible sans justice organisée. Et cette fonction de magistrat me semblait vraiment essentielle par rapport à tout cela. Voilà, donc je dirais qu'il y a eu vraiment une motivation personnelle sur l'utilité sociale du métier. Et puis également appréhender des situations dans toute leur diversité, mieux comprendre les gens avec lesquels on vit. Et voilà. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez des fonctions assez variées. Quelles ont été, les fonctions que vous avez exercées au sein de la magistrature ? Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. C'est vrai que dans les motivations pour exercer le métier de magistrat, il y a également la diversité des fonctions possibles qui m'attiraient. Donc, ça a quand même été, dès le départ, une de mes motivations aussi à titre personnel. Et en effet, moi, j'ai eu une carrière jusqu'à présent avec des fonctions très variées. D'abord, il faut savoir que, parce que ce n'est pas forcément toujours... quand on est magistrat, quand on est formé pour être magistrat, on peut exercer toutes les fonctions qu'un magistrat peut exercer, à la fois au siège et au parquet. Voilà, donc c'est vraiment quand on est formé à l'école, on est ensuite en capacité d'exercer toutes les fonctions de la magistrature, de juge des enfants à procureur de la République et en passant par juge d'instruction. Moi, j'ai commencé en sortie d'école, j'ai été juge de l'application des peines. Alors, le juge de l'application des peines, c'est le juge qui intervient après la condamnation pénale pour statuer sur d'éventuels aménagements de peine et également suivre les condamnés qui sont libres mais qui ont des obligations à respecter. J'ai exercé cette fonction pendant 3 ans et à l'issue de ces 3 années,
j'ai rejoint le ministère de la Justice. Alors là, donc, j'ai quitté la juridiction. J'ai exercé pendant 2 ans au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces en tant que rédactrice dans un bureau qui avait en charge tous les aspects de politique de la ville gérée par les parquets. Voilà, donc vraiment une fonction très différente. Là, j'ai découvert le fonctionnement du ministère de la Justice, d'une direction du ministère de la Justice, de l'élaboration de la loi. Oui, donc comme vous l'avez dit, très différent des fonctions que vous aviez exercées jusqu'à présent en juridiction, où là, c'était vraiment ce qu'on connaît mieux, enfin mieux, en tout cas de l'image qu'on a du juge qui rend Oui. soit des décisions, soit... Oui, c'était extrêmement différent. Alors, il faut savoir qu'au ministère de la Justice, dans un certain nombre de directions et de services, il y a beaucoup de magistrats. C'est vrai que ce n'est pas forcément connu, mais beaucoup de magistrats sont ce qu'on appelle magistrats détachés en administration centrale. Donc, oui, c'est très différent, mais c'est important d'avoir cette connaissance des juridictions pour pouvoir ensuite comprendre et apporter sa pierre à l'édifice au sein du ministère. Je n'y suis restée que 2 ans parce que la juridiction me manquait. Voilà, je pense que j'y suis allée un peu tôt et que j'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir en juridiction. Le contact avec les justiciables, avec les avocats, le rôle du juge me manquait. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai quitté le ministère pour rejoindre le tribunal, alors à l'époque, tribunal de grande instance de Paris. Oui. Où j'ai exercé comme juge aux affaires familiales. Le juge des divorces et des séparations, 3 années à Paris. J'ai juste le juge aux affaires familiales, est-ce qu'il s'occupe aussi des sujets avec les enfants, justement, dans les séparations? Ah oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis divorce et séparation, parce que le juge aux affaires familiales, il intervient quand il y a un divorce, bien sûr. Alors maintenant, la procédure fait qu'il n'intervient pas nécessairement dans tous les divorces, puisque si les parties sont d'accord, elles peuvent aussi divorcer devant le notaire maintenant. Ce n'était pas le cas à l'époque, il fallait nécessairement passer devant le juge. Et puis, le juge aux affaires familiales intervient dans toutes les séparations conflictuelles dans lesquelles les parents ne sont pas d'accord, et même s'ils ne sont pas mariés. Il peut aussi intervenir, même si les parents sont d'accord, pour homologuer leur accord et qu'il y ait quand même une décision de justice. C'est une fonction qui est éminemment humaine, évidemment. Là, on est vraiment au cœur des relations familiales. Est-ce qu'il faut se blinder un peu parce que ça doit être un peu difficile parfois de prendre tout ça toute la journée. C'est pas vraiment se blinder, mais il faut être soi-même suffisamment, je dirais, bien pour pouvoir absorber beaucoup d'agressivité, beaucoup de situations conflictuelles. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. On les absorbe et surtout, on ne les renvoie pas. Et quand on est un peu fatigué, un peu, voilà, la tentation peut être un peu de renvoyer cette agressivité, parce que nécessairement, l'agressivité qui existe entre les parties, à certains moments, elle est dirigée contre le juge aussi. Mais le juge il n'est pas là en tant qu'homme ou femme, il est là en tant que juge. Et donc, il n'a pas du tout à... Oui, il doit y avoir cette distance et cette barrière. Exactement, il faut avoir cette distance et il faut être en capacité d'absorber sans renvoyer et d'apaiser, d'aider les gens, les parties qui se présentent, à échanger, dialoguer, essayer de rétablir le dialogue quand il est rompu et les amener. Alors ça, évidemment, c'est l'objectif, à trouver une solution consensuelle ensemble. Et puis, s'il n'y en a pas, le juge tranche. Évidemment. Un vrai rôle de médiateur aussi, alors, en fait. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est une des missions du juge. Il entre dans les missions du juge, la mission de concilier. Et ces missions-là, donc de juge aux affaires familiales, vous y êtes resté combien de temps? 3 ans à Paris. Et puis ensuite, je suis partie à Bobigny, tribunal de grande instance de Bobigny, où je suis restée en tout 5 ans, mais j'ai exercé plusieurs fonctions à Bobigny. J'ai d'abord été juge des libertés et de la détention. Alors là, le juge des libertés et de la détention, c'est celui qui est saisi par le juge d'instruction
pour statuer sur la question du placement en détention provisoire. Mais il est consulté à chaque fois pour la mise en détention ou... Il est consulté à chaque fois que le juge d'instruction estime nécessaire de le saisir. Le juge n'estime pas forcément nécessaire de le consulter? Non, pas du tout. D'accord. En fait, le schéma de déroulement d'une enquête, c'est fin de garde à vue, la personne est déférée au parquet, mise en cause est déférée au parquet, le procureur de la République décide d'ouvrir une information judiciaire, le mis en cause est présenté au juge d'instruction qui va procéder à son interrogatoire. À l'issue de cet interrogatoire et sur la base également des réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction peut décider soit de laisser, alors déjà de la mettre en examen ou de ne pas la mettre en examen, s'il la met en examen, de la laisser libre, éventuellement sous contrôle judiciaire, ou de saisir le juge des libertés et de la détention pour qu'il la place en détention provisoire. Oui, c'était bien ce petit rappel. Ouais. C'est une fonction qui est je dirais que la difficulté de cette fonction, c'est qu'elle est assez solitaire. La question qui est souvent posée, c'est oh là là, mais comment tu fais pour décider? On ne sait pas, c'est pas possible. Il y a des éléments dans un sens, dans un autre. Et en fait, le juge, il s'en tient au principe, au dossier, aux éléments de preuve et à la manière dont les éléments de preuve doivent être apportés. Alors, selon qu'on est en procédure civile ou en procédure pénale, c'est différent, mais globalement, le raisonnement est toujours le même. Quels sont les principes que je dois appliquer? Alors, les principes de fond, principes juridiques, les règles de droit. Quels sont les moyens, les preuves qui sont présentées? Est-ce que ces preuves, elles sont présentées suivant les modalités prévues par le code de procédure civile ou pénale selon les cas? Et en fonction de tout cela, quelle décision je prends? Mais je dirais que une fois qu'on objective de cette manière-là, les décisions, la plupart du temps, elles s'imposent en fait. Oui, je comprends. Oui, c'est pas vous torturez pas dans tous les sens. Une fois que vous avez vraiment bien instruit et compris le dossier, vous faites votre opinion et voilà, c'est assez clair dans votre esprit. Oui, tout à fait, c'est exactement cela. Sachant qu'alors en plus, selon les contentieux, on peut être ou en juge unique ou en collégialité. Quand on est en collégialité, là, c'est beaucoup plus, je dirais, confortable parce qu'en plus, il y a la confrontation et l'échange avec les pairs. Oui. Voilà, juge des libertés et de la détention pendant 1 année. Alors 1 année parce que c'était assez, le rythme était quand même assez difficile avec des audiences qui se finissaient extrêmement tard dans la nuit. Puis moi, je vous expliquais juste avant que j'avais été au préalable juge aux affaires familiales, c'est une fonction que j'avais bien aimée. Donc je suis au bout d'1 an, j'ai intégré le service des affaires familiales du tribunal de Bobigny, donc à nouveau juge aux affaires familiales à Bobigny. Donc les mêmes fonctions que celles que j'avais exercées à Paris, mais avec évidemment des situations très différentes parce que socialement, la situation dans le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas la même que la situation parisienne. Donc des dossiers très très différents, des contentieux. Sur le fond, les mêmes contentieux, les mêmes règles à appliquer, mais pas du tout le même type de dossier. Voilà, je suis restée 1 année juge aux affaires familiales et puis j'ai eu l'opportunité, et là ça a vraiment été une demande de ma part parce que c'était une chambre qui m'intéressait tout particulièrement, d'intégrer à Bobigny une chambre civile, une collégialité civile qui avait en charge les contentieux droits des obligations, responsabilité, succession et préjudice corporel, avec une charge importante en préjudice corporel et responsabilité médicale. Voilà. Donc là, vous étiez juge assis? Juge assis, exactement. Je ne sais pas si on dit encore comme ça, mais... Ouais, c'était des fonctions en fait, c'est une chambre civile, un travail en collégialité, essentiellement sur dossier, puisque c'est une procédure écrite, et avec des problèmes juridiques qui se posent, qui sont extrêmement intéressants, parfois très complexes, et un contentieux qui, humainement, et je pense notamment à tout ce qui concerne la responsabilité médicale, est extrêmement touchant. Et on a l'impression, vraiment en tant que juge, d'être une pierre dans la réparation.
Ça a été passionnant. 3 années vraiment passionnantes. Alors, j'ai dit, c'était pas une boutade, hein, mais je parlais de juge assis parce que bon, on l'a pas expliqué forcément au début, mais la distinction juge assis, juge debout, qu'on apprend à la fac dans les premières années, c'est vrai qu'on l'a pas expliqué, mais peut-être que vous pouvez juste en 2 mots l'expliquer aux auditeurs. Alors, en fait, la magistrature, c'est ce qu'on appelle le siège et le parquet. En fait, hein. Quand on parle de magistrat, on parle autant de magistrat du siège, magistrature assise, que de magistrat du parquet, magistrature debout. Chez les magistrats du siège sont les juges qui jugent, qui vont rendre une décision, quel que soit le contentieux, quel que soit le type de fonction. Et vous voyez, dans mon parcours, moi, tout ce que je vous ai énoncé, ce sont des fonctions de la magistrature du siège, donc magistrature assise. J'aurais pu, et je ne l'ai pas fait parce que voilà, ça ne s'est pas présenté, j'aurais pu aussi exercer des fonctions au parquet. Donc, voilà, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que quand on sort de la magistrature, on peut effectivement exercer ces deux... Voilà. toutes les fonctions possibles d'un juge. Donc, aussi bien le siège que le parquet. Exactement. Exactement. Et alors, pourquoi magistrature assise, magistrature debout? Tout simplement, en fait, si on visualise une audience pénale, notamment, vous voyez le procureur de la République qui se lève pour prendre ses réquisitions, donc magistrature debout, tandis que les magistrats qui jugent, eux, sont assis et écoutent, puis rendent leurs décisions. Et parallèlement, j'étais donc au tribunal de Bobigny, j'étais directrice de centre de stage, c'est-à-dire que je m'occupais de tous les stagiaires qui venaient dans le tribunal, et notamment des stagiaires magistrats, qu'on appelle les auditeurs de justice. Donc, le système de formation à l'école de la magistrature, mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, fait qu'il y a une partie de scolarité à l'école de la magistrature et ensuite une partie très importante de formation en stage, formation par les pairs auprès des magistrats en fonction. Donc, le directeur de centre de stage, il est chargé d'organiser le planning de stage de tous les stagiaires, mais en particulier des auditeurs de justice, puis de suivre les dossiers d'évaluation des stagiaires, etc. Donc l'auditeur de justice, oui. Lui, il a déjà passé le concours de l'ENM, c'est ça? Oui. Et il a eu le concours. Et ensuite, on l'appelle auditeur parce qu'il est en quelque sorte en stage avec ses pairs, c'est ça? Voilà. Oui, c'est le nom, en fait. Le nom d'un stagiaire magistrat, c'est auditeur de justice. Voilà, donc je m'occupais des stagiaires et les directeurs de centres de stage dans les tribunaux, en fait, sont rattachés en partie à l'École nationale de la magistrature. Et j'ai eu à ce moment-là l'opportunité, en fait, de postuler pour rejoindre l'École de la magistrature à Paris, en tant que coordonnatrice de formation pour m'occuper de la formation des juges de proximité, délégués du procureur et conciliateurs de justice. C'est très compliqué. Hein, En fait, il y a l'ENM à Bordeaux, tout le monde connaît l'ENM à Oui. Bordeaux, qui forme les magistrats. Alors, quels magistrats? Tous les magistrats auditeurs, on va dire, enfin, futurs auditeurs. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a une antenne à Paris qui, elle, s'occupe de la formation de quel juge alors? Alors, il y a l'ENM, c'est une seule école, mais il y a deux. Et sur chacun des 2 sites, il y a des directions différentes. Effectivement, comme vous le disiez, à Bordeaux, il y a la formation initiale des auditeurs de justice. Donc vraiment, Bordeaux, c'est tout ce qui concerne la formation initiale. C'est les personnes qui sont amenées à devenir magistrats, mais qui ne le sont pas encore, qui sont dans un processus de recrutement et de validation pour devenir magistrat. Et ça, c'est quel que soit le concours qu'on passe, parce que je sais, enfin, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a plusieurs concours. Quel que soit le concours qu'on passe, on sera à l'ENM à Bordeaux. Oui, quel que soit le concours qu'on passe, pour être magistrat professionnel. Parce qu'après, oui, professionnel, oui, d'accord. Ouais, ça, c'est Bordeaux. À Paris, il y a 3 départements. Un département international qui s'occupe de tous les aspects d'expertise et de coopération à l'international, accueil de magistrats étrangers, envoi de magistrats français à l'étranger, etc. Ensuite, il y a le département de la formation continue des magistrats, donc c'est la formation tout au long de la carrière pour les magistrats qui sont en poste. 3e département,
on y arrive, c'est le mien, celui dont je m'occupe. C'est le département des formations professionnelles spécialisées. Alors comme ça, on ne voit pas trop ce que ça signifie. C'est en fait la formation des juges non professionnels et de certains collaborateurs de justice formés par l'ENM. Donc, les juges non professionnels, moi je pense aux juges consulaires, c'est ça, ou prud'homaux? Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Les juges non professionnels, ce sont donc les conseillers prud'hommes, les juges consulaires, les magistrats à titre temporaire. En fait, je vous ai parlé tout à l'heure, mais je pense que voilà, ça c'est encore un petit terme, les juges de proximité qui n'existent plus. Et maintenant, ce sont les magistrats à titre temporaire. Ils sont recrutés pour 5 ans, renouvelables une fois, et ils peuvent exercer un certain nombre d'attributions des magistrats. Et eux, ils exercent dans quel type de juridiction alors? Ils exercent dans les tribunaux judiciaires, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'était les contentieux qui auparavant étaient confiés aux tribunaux d'instance qui n'existent plus. D'accord. Donc les juges consulaires, eux, c'est dans les tribunaux de commerce et les conseillers prud'homaux, c'est au conseil de prud'homme. D'accord. Exactement. Voilà. Donc c'est 3 catégories. En fait, c'est ce qu'on appelle des juges non professionnels. Ils arrivent, ils n'ont pas forcément de formation juridique. Pour la plupart, ils connaissent absolument pas le monde judiciaire. Et pendant quelques années, ils vont rendre la justice. Ils vont exercer véritablement des fonctions de juge. Sachant que tous ces juges non professionnels, dites-moi si je me trompe, ce sont des bénévoles, c'est ça? Ça dépend. Les juges consulaires sont bénévoles, les conseillers prud'hommes sont indemnisés pour l'exercice de leur mission. Il y a une différence entre les salariés qui ont un maintien de leur salaire et les représentants employeurs qui, eux, ont un système d'indemnisation un peu différent. D'accord. Les magistrats à titre temporaire, eux, ils sont vraiment rémunérés, ils sont avec un système de vacation. Et alors, au-delà de ces publics de juges non professionnels, mon département forme aussi les conciliateurs de justice, qui, eux, sont totalement bénévoles et qui interviennent soit sur délégation du juge, soit avant toute saisine d'une juridiction, pour essayer d'amener les parties à trouver une solution amiable. En fait, mon département forme 7 publics. Et pour chacun des publics, il y a un dispositif différent, un cadre de formation différent. Je travaille avec une équipe pédagogique. J'ai 7 magistrats coordonnateurs de formation dans mon département. Et on fait ce qu'on appelle de l'ingénierie de formation, de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire qu'on conçoit les dispositifs de formation et on conçoit également les contenus de formation. Je crois que lorsque vous avez travaillé sur ces dispositifs de formation, vous êtes intéressé de près au legal design et au langage clair, justement, dans votre département. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et sur quoi vous avez travaillé spécifiquement? Oui, alors c'est vraiment c'est intéressant cette démarche parce que la démarche du legal design est en fait exactement en cohérence avec notre démarche de réflexion pédagogique au sein de mon département. Et je pense que nous avions au sein du département une démarche de legal design et de langage clair depuis assez longtemps, mais sans le savoir. Voilà, pour présenter un peu ça. En fait, je vous disais, j'ai 7 publics à former avec des cadres de formation très différents, mais la caractéristique commune, c'est que tous ont une formation qui est très courte, une expérience judiciaire qui est limitée, voire inexistante. Parfois même, il n'y a aucun prérequis de formation en droit, mais ils ont en revanche une expérience professionnelle parallèle ou antérieure qui est très riche, qui est variée et qui souvent est longue parce qu'on a pas mal de publics qui sont retraités ou en reconversion professionnelle. Donc, mon département a été créé en 2009 et dès la création du département, il a été évident qu'on ne pourrait pas former ces publics comme on forme des étudiants. Et donc, dès le départ, on a fait le choix d'une pédagogie professionnalisante, active, qui est destinée non pas seulement à l'acquisition de connaissances, mais à l'acquisition de compétences. En fait, le but, c'est vraiment d'amener tous ces publics à acquérir les compétences qu'ils vont mobiliser. Pour les former en si peu de temps, parce que, pour vous donner une idée, les conseillers prud'hommes, en formation initiale, ils ont 5 jours de formation. Les juges consulaires, ils ont 8 jours
de formation. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement court. Et donc, donc là, efficacité extrême, là, il faut. Exactement. Efficacité, il faut... voilà. Et on doit les amener, en si peu de temps, à être des juges. Il faut les former au métier de juge. Donc, il est indispensable de rendre accessibles des notions qui sont complexes, les notions juridiques. Il faut qu'ils les intègrent sans sacrifier à la précision juridique, parce que c'est extrêmement important. Et donc, pour cela, il est absolument indispensable qu'on ait à leur proposer des supports, on va dire, impactants et qui sont centrés sur leurs besoins. Donc, c'était vraiment, c'est la démarche qu'on a toujours eue et on la retrouve dans la démarche du legal design. Et vous-même, vous avez dû former votre équipe à ça, ou vous avez été aidé par des spécialistes? Alors, j'avais dans mon équipe des membres qui étaient non pas encore, pas forcément aguerris, mais qui en revanche étaient tous extrêmement motivés et intéressés par la démarche. Donc, quand on a commencé à s'intéresser à cette démarche du legal design et du langage clair, à découvrir que, il y avait des professionnels dont c'était le métier. On a tous, dans l'équipe et moi y compris, vraiment été particulièrement intéressés d'aller un peu plus loin avec eux et de voir ce qu'ils pouvaient nous apporter dans notre pratique professionnelle. Donc, on a eu une première journée de formation qui était assez générale et qui d'ailleurs était destinée pas que à mon équipe, mais à l'ensemble des magistrats coordonnateurs de formation et des équipes de l'école de la magistrature qui étaient intéressés. Ça nous a permis vraiment d'appréhender les objectifs et les méthodes du legal design. Et puis moi, j'ai trouvé intéressant que mon département, compte tenu des spécificités que je vous indiquais tout à l'heure, un public avec des formations très courtes, etc., la nécessité d'être efficace, comme vous le disiez, je trouvais intéressant que mon département bénéficie d'un accompagnement plus spécifique en legal design et langage clair. Et donc là, on a poursuivi la démarche, toujours avec Hammurabi. Alors ça s'est fait, il y a d'abord eu une petite mise en concurrence parce qu'on est, on est établissement public sous tutelle du ministère de la Justice. Donc voilà, on n'est pas libre totalement dans le choix de nos prestataires. Ça s'est fait de cette manière-là. Et puis Hammurabi nous a... fait la proposition la plus intéressante. Et donc, du coup, ils vous ont accompagné pour créer aussi des formations adaptées au public concerné, c'est ça? Voilà, c'est ça. L'objectif de cette formation, en fait, ça a été de nous permettre de nous approprier les grands principes du legal design et du langage clair. Alors, afin de les mettre en œuvre dans les supports concrets, ça, c'était un premier aspect, mais sachant que nous, on n'est pas designers, aucun de nous dans l'équipe pédagogique, personne n'est designer, donc l'idée n'est pas du tout qu'on se substitue designer pour faire de la création graphique, mais qu'on ait en tête les grands principes pour qu'on puisse les appliquer à minima. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était de nous permettre de mieux cibler les demandes qu'on fait aux autres services de l'école qui, eux, sont des spécialistes, notamment du graphisme. Pouvoir mieux travailler avec ceux qui sont plus spécialistes que nous de ces domaines-là. Et donc, Hammurabi nous a accompagnés dans cette démarche, sachant qu'on a travaillé à partir des supports qu'on avait créés nous-mêmes, et on en crée beaucoup dans mon département. L'idée étant donc de les rendre plus impactants et en travaillant toujours sur les deux aspects, un langage clair et legal design. C'est vraiment, on a fait D'accord. Et vous avez trouvé en général que les magistrats étaient assez réceptifs à cette méthode ou Réceptifs à cette méthode, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut plutôt parler de préoccupations et de principes à mettre en œuvre pour y répondre. Le centrage sur les besoins de ceux qui sont destinataires des documents concrets, quels qu'ils soient, et la manière dont on fait passer les messages pour qu'ils soient correctement intégrés, ce sont des préoccupations constantes. Préoccupation constante qu'on a, nous, à l'ENM, quand on crée nos supports de formation. Une préoccupation également d'un magistrat dans un tribunal. Un juge qui rend une décision, il doit avoir la préoccupation constante qu'elle soit comprise. De même, un procureur de la République, quand il requiert à l'audience, il faut qu'il soit compris.
Donc, je ne sais pas si les magistrats sont réceptifs, entre guillemets, à la méthode, mais en tout cas, c'est vraiment une préoccupation inhérente à leur fonction, à mon avis. Et donc, connaître les grands principes, ça me semble extrêmement intéressant. Nous, on voit une différence. Tout le monde a le même sentiment, c'est-à-dire qu'on a vraiment gagné en qualité. Ce qu'on produit est beaucoup plus lisible, plus clair, beaucoup plus compréhensible. En tant que, je dirais, utilisatrice d'un certain nombre de documents qui sont créés par les membres de mon équipe, je vois bien la différence entre l'avant et l'après. On a gagné en impact du message. On voit bien comment parfois on avait du mal à rendre accessible un processus un petit peu complexe. Et puis là, c'est beaucoup plus clair. Et donc le legal design, donc on l'a vu, il a été en tout cas utilisé dans votre service pour la formation. Est-ce qu'il y a eu d'autres applications à votre connaissance à l'ENM du legal design? Alors, à ma connaissance, en fait, donc nous, on l'utilise dans tous les supports, enfin, on essaye, ou en tout cas, on souhaite l'utiliser dans tous les supports qu'on crée. Et ça va du diaporama d'animation au module de e-learning. Hein, donc, c'est quand même déjà très vaste. Et puis également, les newsletters. On fait pas mal de newsletters. Idem, hein, là, vraiment, on s'est emparé de toutes ces techniques pour rendre nos newsletters beaucoup plus impactantes. Dans les autres départements de l'école, je dirais que c'est un peu différent parce que les publics sont différents. Voilà, les impératifs sont peut-être moindres que pour nous. Nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le legal design. On s'est dit, quand on a découvert que ça existait, on s'est dit, mais en fait, voilà, c'est ce qu'on cherche à faire depuis des années. Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien trouver le moyen d'avoir cette efficacité. Oui, c'est peut-être moins évident, enfin moins nécessaire, en tout cas pour des étudiants juristes qui, eux, maîtrisent mieux les concepts et qui, oui. Bon, on a toujours besoin de clarté, mais c'est peut-être moins la priorité, on va dire. C'est ça? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ils sont, d'une part, c'est un public captif, hein, parce que voilà, ils n'ont pas le choix que de suivre la formation. C'est une formation longue. Pour la plupart, ils viennent de passer le concours et même pour les publics qui sont en reconversion professionnelle, ils ont passé un concours, donc ils ont acquis un certain nombre de connaissances. Donc ensuite, il va falloir travailler sur les savoir-être, les savoir-faire, mais les connaissances, ils les ont déjà. Et avec un niveau de complexité qui est évident, puisque pour passer le concours, voilà. Donc, c'est très différent. Alors, je ne dis pas que ça ne pourrait pas être intéressant. Hein. Oui, c'est ça. Parce que je pense que même pour des étudiants, ça peut être formidable d'avoir. Mais bon, après, effectivement, il faut faire des choix. Je pense que ça peut être intéressant, mais c'est moins indispensable. Nous, c'est vraiment indispensable. Après, moi, je trouve ça assez amusant d'ailleurs, parce que quand on a commencé à penser en langage clair, on essaie de l'appliquer pour tout, en fait. Ouais. Et même dans des mails. Et même, voilà, c'est vraiment la préoccupation de est-ce que le message que je passe, comment il va être reçu, par qui il va être reçu et comment je peux faire pour qu'il soit plus clair et mieux compris. Et je vous disais tout à l'heure, même dans un jugement, un juge qui rédige un jugement, il doit avoir cette préoccupation-là et il pourrait tout à fait appliquer le principe de langage clair pour que sa décision, elle soit encore mieux comprise, et mieux comprise pour être mieux acceptée. Voilà. Donc, je pense que ça peut tout à fait... Oui, ça peut s'appliquer à toutes les fonctions, en fait. Hein. Même au ministère de la Justice, là où le public peut être le grand public. Hein, oui. Là, c'est une évidence qu'il faudrait, il faudrait le mettre partout. Oui, alors là c'est une évidence. Et dans l'écriture des textes de loi, je pense qu'il y a également... on pourrait imaginer également de tout revoir de cette manière-là. Mais je pense que... alors, je connais beaucoup moins, hein, mais je crois que c'est quand même ces idées sont en train d'infuser quand même un peu partout. Non, mais c'est bien de l'entendre. C'est bien de l'entendre. Moi, je suis aussi assez convaincue de la puissance du legal design et de son utilité dans de très, très, très
domaine. Donc, effectivement, je suis contente qu'à l'ENM, c'est pris un peu forme. Donc, c'est très bien. On arrive à la fin de cet entretien. Je voulais vraiment vous remercier, Sophie, pour votre confiance et d'avoir répondu à un nombre de questions impressionnantes durant cet entretien. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à vous, Delphine, pour cette invitation. Il y aurait beaucoup à dire encore, mais en effet, je pense qu'on va s'arrêter là. Bonne journée à vous et puis à bientôt. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!